Merci de m'accueillir. N'hésitez pas à me dire si je ne parle pas assez fort parce que c'est un exercice que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc je ne suis pas guide conférencière, j'ai l'habitude de présenter mes films et de faire un débat autour des projets en règle générale. Donc j'imaginais cette séance comme quelque chose d'un peu participatif. N'hésitez pas à me poser des questions. Peut-être certains d'entre vous réalisent des films. Je sais, certains d'entre vous sont chefs opérateurs, sous-marins, terrestres, voilà. Donc n'hésitez pas voilà, à me poser des questions, à m'arrêter si je pars un peu dans des choses peut-être trop techniques ou peu intéressantes pour vous. Quand Cécile m'a demandé de venir présenter mon métier, je dis oui, très bien, super. Et alors qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de pertinent là-dessus? Et je me suis dit, au fond, peut-être que ce qui est intéressant quand on fait un film, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est tout ce que le public ne voit jamais finalement. Et c'est tout ce processus d'élaboration d'un film. On n'imagine pas tout le travail qu'il y a parfois derrière 26 minutes de film, 52 minutes de film. Donc voilà, c'est ce que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de faire un petit tour d'horizon et un peu le déroulement du processus d'élaboration d'un film, comment ça se passe. Voilà, d'où on part, où est-ce qu'on arrive. C'est tout ce qui est invisible et tout ce qui disparaît. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui disparaissent derrière l'idée du film. Voilà pour la proposition de ce soir. Peut-être j'aimerais commencer par... moi, je ne fais que du documentaire depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours su que je voulais faire ça. C'est un métier passion vraiment. C'est quelque chose qui m'a toujours animée. Et donc j'ai fait une école, j'ai commencé par le montage, j'ai fait une école de montage. J'ai une formation très technique au départ. Et c'est une façon d'écrire un film aussi, de l'écrire au montage, puisque finalement on récupère toutes les images qui ont été faites pendant le tournage et puis on construit la narration, le film autour de ça. Et la réalisation est venue plus tard et l'écriture est venue plus tard. Voilà. Et donc là, depuis, je suis arrivée ici en 2017 et depuis 2017, je fais des films documentaires pour la télé, notamment. Voilà, pour des émissions, des collections documentaires. Il faut savoir qu'ici, en télé, on a des cases, hein, donc c'est du 26 minutes, du 52 minutes, du 90 minutes. Ça rentre dans le cadre de contraintes d'émission. Voilà. Je voudrais commencer peut-être par qu'est-ce qu'un documentaire. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà, si certains d'entre vous en ont déjà réalisé, pour vous, c'est quoi un documentaire? Si on oppose ça peut-être à la fiction, ou est-ce que ça vous parle, documentaire? Est-ce que c'est comme un reportage, par exemple? Est-ce que c'est la même chose, documentaire et reportage? Non. Est-ce que... Voilà. Alors le reportage, c'est sur un événement. Souvent, c'est sur un événement à un instant T, et puis on traite tous les aspects de l'événement. Donc on est dans le domaine du journalisme, plutôt. Hein, c'est ce qu'on voit en télé, au journal télé, c'est les événements du jour, et un documentaire, alors, comment est-ce qu'on définirait Alors, je vous ai dit, on l'oppose souvent à la fiction. En fait, ce qu'il y a, c'est que le documentaire, on dit souvent que c'est filmer le réel. On dit souvent c'est le cinéma du réel, quelque part. Donc ça veut dire que ça ouvre un champ exploratoire assez intéressant, puisqu'on a différentes formes de documentaires. On a du documentaire historique, du documentaire animalier, du documentaire fiction. On peut avoir du documentaire scientifique. Donc tout ça, c'est des écritures différentes. Et ça ouvre un champ. Et alors en plus du réel, parce qu'évidemment, on ne filme pas le réel tel qu'il est. Hein, on n'est pas sur les réseaux sociaux où on filme sa vie, mais on est sur un point de vue d'auteur. Donc, accolé à ce principe de réel, on a le point de vue d'un auteur, au même titre qu'un auteur de roman, par exemple, traiterait un sujet. Voilà, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire un portrait documentaire d'une romancière polynésienne qui s'appelle Titawa Peu, qui a écrit Mutisme, Pina, enfin des romans très ancrés dans le quotidien culturel polynésien des années 90-2000, avec les événements notamment de 95, les émeutes, etc. Donc elle est ancrée elle ancre son récit dans des événements réels, mais les personnages sont fictifs, bien sûr inspirés. Voilà.
Donc il y a un point de vue. En fait, tout ça, c'est pour dire qu'il y a un point de vue et on n'est pas forcément... On choisit la part de réalité, quelque part, qu'on veut mettre dans un documentaire. Donc ça ouvre un champ infini d'exploration, quelque part, parce que dans l'écriture, on peut presque tout se permettre. Et l'écriture, un documentaire, ça s'écrit, au même titre qu'une fiction. Et d'ailleurs, je vous montrerai des exemples de dossiers d'écriture. Et on tourne ce qu'on a écrit. Alors bien sûr, comme c'est du réel, on n'a pas toujours tout ce qu'on souhaite. Et les gens avec lesquels on tourne ne sont pas des acteurs. Donc évidemment qu'on ne va pas leur demander... Alors on peut leur demander, tiens, est-ce que tu peux me refaire l'entrée, s'il te plaît, parce que je l'ai raté, parce que voilà. Ou quand on est... Alors ça pose des questions aussi quand on est en sous-marin. Parce que quand on tourne, Sylvain ou Anthony, vous le savez bien, en sous-marin, on ne peut pas se parler sous l'eau, donc ça nécessite quand même d'imaginer les séquences avant même d'aller mettre la tête sous l'eau. Donc il y a tout ce travail d'écriture et de préparation qui est très important. Pour peut-être faire la différence entre documentaire, fiction, reportage et ouvrir un peu le débat, je voudrais vous montrer un premier extrait. C'est un extrait d'un film documentaire qui s'appelle Motuaka, qui est passé l'an dernier. C'est un film qui est réalisé par Reynald Merienne, que j'ai monté. Donc là, c'est vraiment la partie structurelle du montage. Et c'est un film qui parle de l'association Motuaka, qui est une association culturelle du réveil marquisien, du réveil culturel marquisien. Voilà. Et il a choisi de faire passer un certain nombre de notions par des séquences où on est presque dans la fiction, mais il y a quand même un traitement documentaire. Donc je voudrais vous montrer ça. Et après, on en discute si vous le souhaitez. Tanawa mihia tohinua e taua o te ai mihia tō papa e tua e noa e uko e mihia tō mama e kaua Tamewa ho! Tanawa tō kaki! Hui! Tanawa tō kaki! Hui! Tanawa tō kaki! Hui! 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 Nous sommes des Marquisiens, nous avons notre culture, nous avons notre langue, nous avons tout. On a découvert petit à petit que notre culture a été oubliée et même tyrannisée, satanisée. Il est temps de se réveiller, il est temps de sortir de ce long sommeil. Les Marquises, c'est ma terre, c'est ma maison, c'est mon tout. Le nom originel de ces îles, c'est Tefenua Enata, la terre des hommes. Et donc Enata, c'est le mot qui désigne l'homme, l'humain. Tu es Enata parce que tu parles ta langue, tu connais une part de ton histoire, et cet héritage, il faut le faire perdurer.
Donc si on parle de réel, là on voit bien qu'il y a un mélange et qu'il y a une part de réalité, une part de fiction, quelque part, qui est, évidemment qu'on ne met pas dans la bouche des personnages qui sont des intervenants réels tout ce qu'ils nous racontent, mais on met en contexte cette histoire. L'idée, c'est quand même de raconter une histoire, au même titre qu'une fiction. En fait, hein. L'idée d'un documentaire, c'est de tirer un fil et de raconter une histoire, c'est vraiment ça. Donc là, vous voyez bien qu'on a... bon, on est à la limite du documentaire fiction. Et les personnages reviennent. Évidemment, tout ça a un sens. Quand on voit l'ensemble du film, toute la partie du début où on voit le personnage en train de sculpter, en fait, il est en train de sculpter un bâton de pouvoir. C'est le bâton de pouvoir qui va être transmis lors du Matava, qui est le festival des arts des Marquises, d'un organisateur à un autre. C'est le passage de témoin au Matava suivant. Donc il y a tout un travail comme ça de mise en scène du réel, mais tout ça est réel. Après, c'est quelle est la part de réel qu'on veut mettre en scène réellement et qu'on veut montrer aux spectateurs. Mais au fond, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un décalage, parce que si c'est pour filmer le réel tel qu'il est, il faut des ressorts dramatiques. On a les mêmes outils qu'en fiction, finalement. Il nous faut des moments où on a de la tension, des moments où c'est difficile pour nos personnages. Il faut des très bons personnages. Voilà. Et les scientifiques sont des très bons personnages. Je ne dis pas ça parce que je suis ici, non mais vraiment parce que j'ai fait beaucoup de films scientifiques, enfin scientifiques, avec des scientifiques. Toute la difficulté pour moi, c'est souvent d'arriver à rendre intelligibles des concepts ou des recherches qui sont un peu dans le domaine de l'abscon pour le spectateur lambda qui n'a pas de formation scientifique. Donc c'est comment rendre ça accessible sans vider le discours, parce que l'idée c'est quand même c'est de la communication aussi, quoi. Mais les scientifiques aujourd'hui ont des formations en communication qui sont bien meilleures qu'il y a 15 ans. Et alors sur les films scientifiques, ce qui est intéressant en documentaire, c'est évidemment de trouver des bons personnages qui soient habités par leurs recherches, et c'est de les mettre en situation ou de se greffer sur des missions pour avoir des situations un peu inédites et suivre leur travail et montrer ça. Et souvent, le problème qu'on a aussi, c'est que ça s'inscrit sur des durées, les missions s'inscrivent sur des durées assez longues, enfin en tout cas les recherches. La mission, ça peut être court, mais les recherches sont longues. Et c'est comment est-ce qu'on montre le temps, ce temps-là aussi. Parce que le temps de la recherche, c'est pas le même que le temps du film ou que le temps de l'humain ou le temps du spectateur. Donc c'est aussi une difficulté à prendre en compte. Il y a d'autres difficultés aussi qui sont liées aux missions scientifiques. C'est par exemple de se retrouver dans des endroits où il n'y a rien. J'ai par exemple fait un film sur les cyclones où on suivait une équipe de scientifiques du Muséum d'histoire naturelle, donc des ornithologues, qui posent des balises GPS sur des oiseaux, sur des motus complètement isolés, sur lesquels on n'a pas d'eau, pas d'électricité évidemment. Donc ça, voilà, en termes de logistique pour un tournage, c'est compliqué. Et puis au-delà du fait, alors je dis les scientifiques sont des passionnés, les ornithologues sont peut-être les plus fous des scientifiques, parce qu'ils sont capables de rester cachés sous des filets de camouflage pendant 12 ou 14 heures dans l'espoir de pouvoir prendre une photo d'un courlis d'Alaska. Voilà, j'ai vécu ça. Et pour nous, ça ne fait pas beaucoup de séquences d'avoir quelqu'un de caché qui ne doit pas faire de bruit. Alors voilà, il y a aussi cette dimension-là où on doit s'adapter aussi au... Bon, ça c'est la partie tournage. Mais avant cette partie géniale qui est le tournage, il y a une partie quand même qui est fondamentale, c'est l'écriture. Au départ, un documentaire, je vous ai dit, ça s'écrit. C'est un gros dossier. Ça veut dire qu'on va rencontrer les personnages, on discute avec eux, on essaie de comprendre leur point de vue. On essaie de comprendre, si c'est des scientifiques, leurs recherches. On essaie d'ingérer tout ça et de tirer un fil qui soit un fil conducteur du film et d'en tirer une dramaturgie. Il faut qu'il y ait un enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de film. Ça, c'est comme en fiction. Si on n'a pas d'enjeu, le film, il n'existe pas. En tout cas, c'est pas très intéressant, quoi. Donc il faut trouver ça, il faut qu'il y ait des moments où ça ne marche pas, il faut qu'il y ait des moments où c'est compliqué, il faut qu'il y ait des moments... et il faut que les personnages aient envie de nous faire partager ça aussi. Et ça, c'est aussi tout un travail
de relationnel à mettre en place. Donc c'est beaucoup de repérage en réalité. Quand vous faites un documentaire, ça peut être du moment où vous avez cette idée géniale dans votre tête, géniale, vous dites « Ah, ça va être super de faire ce film ». Alors, ok, ça va être super. Donc on écrit un pré-dossier, on a rencontré les personnages, etc. On écrit un pré-dossier avec un peu une idée de séquence, avec ce qu'on appelle une note d'intention. Donc qu'est-ce qu'on voudrait faire dans l'idéal? C'est le moment où tous les rêves sont possibles, quelque part, parce que c'est le moment où vous pouvez tout imaginer. Et ensuite, le producteur arrive et il vous dit « Non, là, ça va être trop cher ». Voilà. Souvent, ça se passe un peu, non, je caricature, mais il faut trouver des solutions. Ça veut dire un documentaire, vous partez quand même au minimum avec un chef opérateur, un preneur de son. Si vous avez du sous-marin, souvent le chef opérateur sous-marin, c'est pas le même que le chef opérateur terrestre. Si vous avez du drone, c'est encore quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même une équipe qui se réfléchit au départ. Et alors dans la partie écriture, ça peut prendre plusieurs mois. Même si c'est très court, après, si le film est très court, ça peut prendre plusieurs mois, toute cette recherche, cette écriture. Je peux vous montrer des... Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais je peux vous montrer des exemples de dossiers. En tout cas, ça se présente comme un scénario, finalement. Ça se présente comme un scénario de fiction. Où vous avez, alors là, c'était un film sur les mouvements sociaux au Brésil et sur les violences policières dans les favelas. Donc il y a tout un, voilà, vous avez même la voix du narrateur. Donc quand on écrit, on imagine ce que la voix off, s'il y a voix off, va pouvoir nous raconter. Donc on écrit tout ça. On imagine aussi, comme on a rencontré les personnages, ce que les personnages vont pouvoir eux-mêmes nous raconter, de quel aspect du film ils vont pouvoir nous parler. Donc tout ça, c'est écrit, en fait. Tout ça, c'est écrit, et une fois que vous avez écrit tout ça, donc ça peut prendre plusieurs mois, il faut convaincre le producteur que votre idée, c'est l'idée la plus belle au monde et qu'il faut absolument faire ce film et que tout en dépend, quoi. Donc ça, c'est un autre travail. Et une fois que vous avez convaincu votre producteur, lui, il doit aller convaincre un diffuseur que, évidemment, que c'est la plus belle idée du monde et qu'il faut que le diffuseur diffuse ce film. Parce que dans le système de création audiovisuelle actuel, si vous voulez faire un film pour la télé, il faut que ça passe par des financements du CNC, etc., le Centre national de la cinématographie. Donc, ça veut dire que pour avoir ça, il faut d'abord avoir un avis positif d'une chaîne. Si la chaîne dit « Ok, banco, j'adore ton idée, le film est super, on préachète le film, c'est-à-dire qu'on l'achète avant de le faire », là, vous pouvez le faire. Et là, ça débloque toute la chaîne de production, en fait. Mais tout ça, ça prend évidemment du temps et ça nécessite une force de persuasion à chaque fois assez importante. Donc tout est écrit. Évidemment, vous allez me dire, on filme le réel, donc on n'est pas en fiction, ce ne sont pas des acteurs, donc comment est-ce qu'on peut savoir qu'on va pouvoir tourner tout ça? On sait qu'on va pouvoir tourner 80% de ce qu'on a écrit, dans le meilleur des cas. Mais on sait aussi qu'on va avoir des super belles séquences surprises, parce que les personnages vont nous donner autre chose, parce qu'à un moment donné, on va être dans un travail avec eux qui va nous... Et puis eux-mêmes vont faire des découvertes, peut-être, si c'est un film scientifique. Et donc, il va se passer des choses qui n'étaient pas prévues, et puis c'est là où c'est un peu magique, quoi. C'est le film dont je vous parlais sur les ornithologues. En fait, ils n'avaient pas... ils n'avaient jamais vu de sterne, donc un oiseau à un certain stade de développement. Et ils étaient persuadés que pour les attraper, il fallait tirer des filets et qu'ils allaient les attraper dans les filets, etc. Évidemment, le premier jour, ils tirent les filets, les oiseaux, ils passent au-dessus, ils passent entre, enfin bon, ça se passe jamais comme on veut. Deuxième jour, pareil, et puis un soir, on se dit, on va quand même aller voir sur le platier, enfin, ils se disent, eux, on va quand même aller voir sur le platier ce qui se passe, est-ce qu'il y a des nids, est-ce que, etc. Et puis là, ils commencent à marcher sur le platier, puis ils s'aperçoivent que, à ce stade de développement-là, ben, les animaux, il suffit de les ramasser, en fait, parce qu'ils ne volent pas encore. Donc,
Donc j'ai une séquence où on a toute cette troupe d'ornithologues qui court après des oiseaux en essayant de ne pas écraser les œufs qui sont sur le platier et qui essaient de les attraper finalement. Et ça donne un ressort dramatique assez intéressant, puis c'est assez drôle et au final ils ont aussi appris quelque chose dans leur processus. Donc ça nous donne de la matière pour continuer la séquence. Alors c'est peut-être rien dans leur processus à eux, mais en tout cas, pour le film, ça donne toujours une matière à la séquence qui est assez intéressante. Donc, une fois que vous avez écrit et que vous êtes prêt, que vous avez convaincu tout le monde, vous êtes prêt à partir en tournage. Ça, c'est un superbe moment, le tournage. C'est encore le moment où tout est possible. Et c'est le moment où on a un certain nombre de métiers qu'on n'imagine pas forcément. On part dans les îles, on peut avoir des fixeurs, des gens qui vont aller chercher des personnages ou des lieux, ou aller connecter, aller trouver des endroits particuliers pour tourner parfois un seul plan. Parce que ça peut être, je ne sais pas, par exemple, un plan d'un banyan aux Marquises, comme sur le site de Camouet, ou sur certains sites archéaux qui sont des arbres emblématiques de la culture, et il fallait absolument ce plan pour le film dont je vous ai montré un extrait. Donc il y a des gens qui participent, qui ont la connaissance du terrain, qui connaissent les gens, qui connaissent les toponymes, qui savent nous dire où aller. Donc sans ces personnes-là, finalement, on ne peut pas tout savoir de tous les endroits du monde. Donc sans ces personnes-là, on a du mal à conceptualiser les séquences et à imaginer de pouvoir filmer sans avoir cette phase de... Parce que parfois, on ne peut pas aller repérer nous-mêmes aux Marquises. C'est encore des problèmes de coût, mais l'idéal, c'est d'aller faire des repérages et de voir tous vos lieux et de rencontrer tous vos personnages. Et ça, c'est super. Mais si vous devez aller aux Marquises, en Australie, je ne sais où, en termes de budget, c'est impossible, donc il faut être réaliste. Et malheureusement, on ne peut pas toujours rencontrer tout le monde. Qui vous aide à trouver ces gens justement sur place pour avancer? Eh bien alors, souvent, c'est bouche à oreille. On discute, on a le cousin de un tel... Alors ici, c'est comme ça, c'est souvent le cousin, ou alors, moi, il m'est arrivé, j'ai fait un film sur les baleines à Rurutu, et j'en parle avec mon voisin en étendant mon linge, et mon voisin me dit « Ah, bah, tu vas à Rurutu, super, tu vas où ?» Donc je lui explique et tout. Je dis « Ah, bah, je vais filmer un tel. » Il me dit bah, « C'est mon cousin. » Et voilà. Mais ici, en fait, souvent, ça se passe comme ça, en réalité. Mais quand ça ne se passe pas comme ça, il y a des fixeurs, on appelle ça des fixeurs, qui sont dans les lieux et il y en a beaucoup aux Marquises, qui sont un peu les référents pour les tournages, qui cherchent pour nous. Ouais, absolument. Comme quand on cherche des archives, on va s'adresser à l'archiviste. Donc ça fonctionne un peu de cette façon-là. Et souvent, on cherche aussi les pépites, on cherche les gens qui n'ont jamais été filmés encore. Et ça, ici, ça commence à être difficile. Vraiment, parce qu'il y a aussi des grandes références culturelles, il y a aussi des gens qu'on voit un peu tout le temps. Et chez les scientifiques aussi, il y a des gens qu'on voit un peu tout le temps. Parce que ce sont les références d'un domaine à un moment donné. Donc, C'est un peu la même question. Parce qu'on a vu que tu as vu tout, oui. et les gens essaient que tu vas Oui. demander comment tu sais qu'ils existent. Mais je n'écris pas leurs réponses, hein. Oui, On est d'accord. C'est leur parole qui est... Oui. Alors, avant de pouvoir dire ça, il faut que je les ai au moins eus au téléphone. Ou en visio. Si je n'arrive pas à trouver... Alors après, il y a aussi... c'est souvent bouche à oreille quand même. Je mets sur les réseaux sociaux, je fais un film sur tel thème, je cherche à rencontrer quelqu'un qui serait... alors, les mairies aident beaucoup aussi. Parce qu'en général, quand on écrit au Tavana, moi, c'est ce qui s'était passé pour Rurutu aussi. J'avais écrit à la mairie en disant, voilà, je cherche quelqu'un qui serait un peu un dépositaire de la mémoire, ou quelqu'un qui serait dans un comité des sages, ou pour parler des légendes autour des baleines et de l'histoire de ces légendes en langue vernaculaire, parce que c'est toujours plus intéressant.
Ça, c'est une difficulté qu'on a aussi. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir des personnages qui parlent leur langue, parce qu'il y a la musicalité, il y a beaucoup de choses qui passent dans la langue. Mais nous, on est tous, tous les documentaristes que je connais en tout cas, on est tous convaincus du fait qu'il faille faire des interviews en langue. Si on est à Rurutu, on fait ça en Rurutu. Si on est au Gambier ou aux Marquises, c'est tellement plus éclairant. Surtout quand on fait un film culturel ou qui a une dimension culturelle, ça passe par la langue, quoi. C'est évident. Mais c'est un combat. Mais tout est un peu un combat. Parce que chacun aussi en face a, aussi bien le diffuseur que le producteur, a ses propres idées de ce que devrait être ce film. Donc tout est sujet à débat. Par exemple, le fait de ne pas mettre de commentaires ou de voix off, c'est très compliqué. C'est un vrai combat parce que je pense que les diffuseurs ont un petit peu peur que les spectateurs soient perdus. Et nous, quand on fait un film, on dit bah non, les spectateurs, évidemment qu'ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas idiots, ils vont s'immerger dans le sujet et puis ils vont comprendre. Si on est assez intelligent pour donner les bons fils, évidemment qu'ils vont comprendre. On n'a pas besoin de tout expliquer systématiquement au début du film, ou de tout expliquer, ou d'expliquer, alors là c'est le pire, d'expliquer ce qu'on va voir dans une voix off, quoi. Voilà. Mais on nous demande ça. C'est pour ça c'est parfois un combat un peu, quoi, pour essayer de... Parce qu'il y a des façons de faire aussi, on rentre dans le cadre de cases documentaires, encore une fois, avec une ligne éditoriale, et voilà. Ou alors, il faut faire un film pour un festival, ou qui sera diffusé en cinéma, ou qui sera diffusé en salle, comme ça, avec des publics divers. Et là, on a toute la liberté, et là, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais on a des difficultés à le financer. Tout dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire le film que tu as imaginé complètement, sans aucune contrainte, il ne faut pas le faire pour la télé. Parce qu'il y a des contraintes inhérentes au fait que ce soit un diffuseur télé. Il y a des directeurs éditoriaux qui sont là qui connaissent leur public et qui sont là pour dire voilà, nous on attend tel éclairage sur tel sujet. Donc il faut accepter de rentrer dans ce cadre-là. Sinon on fait du documentaire de création pour festival. Et c'est très bien aussi, mais c'est très compliqué de trouver de l'argent. Parce que quand même, un film, ça coûte cher. Et surtout ici, où il faut prendre des avions, aller... voilà, c'est pas comme de faire un film sur Voilà, il y a un très beau film qui est sorti là récemment sur le réalisateur a filmé ses voisins, des fermiers pendant 30 ans. Et donc au compte-gouttes, on a toute l'évolution de la ferme et des nouvelles techniques, etc. C'est super intéressant, mais il l'a fait parce qu'il était à côté et parce qu'il sort sa caméra dès qu'il se passe un truc. Et ça marche parce que c'est sur de la durée et c'est un film qu'il a fait tout seul finalement. Mais, tu dis nous, on travaille d'équipe, je comprends bien, mais quelle est ta marge de manœuvre pour le montage par rapport au metteur en scène? Est-ce que tu es libre? Est-ce qu'il faut vraiment s'entendre? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes entre tout le monde là? Ah, alors, ça c'est une bonne question. Alors, maintenant je fais mes propres films, donc j'ai moins de problèmes avec moi-même quand je suis à la fois réalisatrice et monteuse. J'arrive à m'entendre. Quand je monte pour d'autres, je suis dans la position de la monteuse. C'est-à-dire que je dois amener le réalisateur à faire le film qu'il a en tête. Évidemment, quand on arrive de ce merveilleux moment qu'est le tournage, où tout est encore possible, etc., et qu'on arrive au montage avec la matière dont on dispose, là, on est déjà limité parce qu'on a pu tourner ou pas. Donc forcément, le réalisateur, parfois, il est un petit peu déçu, parce qu'il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait, ou parce qu'il n'a pas pu tourner certaines séquences, ou parce qu'il a plu. J'ai un ami qui me disait, là, il était en Guyane, et il était 10 jours en tournage, 10 jours, ça a été la mousson. Pas de chance. Donc il a ramené des images sous la flotte. Toutes ces images sont, c'est comme ça, il faut s'adapter. Et donc c'est évidemment pas le film qu'il avait imaginé. Et donc on arrive au montage avec ça.
avec cette idée-là, on fait avec. Évidemment qu'on va essayer. Et le rôle du monteur, ça va être d'amener le réalisateur à faire le plus beau film possible, le plus proche possible de ce qu'il a imaginé. Et il y a énormément de discussions. Ça dure 52 minutes, en moyenne, c'est 5 semaines de montage. Donc ça veut dire qu'on est enfermé dans une pièce qui fait 10 mètres carrés avec une personne pendant 5 semaines. C'est parfois un peu schizophrénique. C'est souvent, quand on a passé 5 semaines ensemble, souvent, même si on s'adore, on ne se voit pas pendant des mois après parce que c'est très intense finalement et on sait qu'on se doit d'amener le sujet au plus proche possible de l'intention de réalisation. Donc c'est très tendu comme moment. C'est souvent très tendu. On fait des combats de boxe tous les jours presque. Enfin, c'est beaucoup d'arguments. Mais le monteur, son rôle, c'est quand même d'amener le réalisateur à ne pas tomber dans certains écueils ou dans certaines facilités, de le conseiller, de lui proposer des solutions de montage, des solutions techniques et puis aussi artistiques quelque part, parce qu'on décide qu'on fait, par exemple sur le film dont je vous ai montré un extrait, on a une séquence de fin où on a décidé de monter des images du Matavaa sur une musique très contemporaine. Donc c'était un parti pris fort, c'était pas sûr que ça fonctionne du tout. Et en fait ça fonctionne très bien, parce qu'il y a une distance, du coup c'est le regard sur la culture, il y a une distance qui s'installe. Mais quand on l'a proposé, au départ, on s'est dit est-ce que ça va plaire aux spectateurs? Parce que quand même, l'idée, c'est qu'on ne fait pas un film juste pour soi. On ne fait pas un film juste pour soi, pour le ranger après dans son tiroir et hop, j'ai fait mon film, je suis contente, il est beau et puis il n'y a que moi qui le vois. L'idée, c'est qu'on partage ça avec le spectateur et on lui amène quelque chose qui va être beau, qui va l'amener à se poser des questions, avec lequel un film, je pense qu'il faut qu'on voyage un peu avec. Surtout un documentaire, c'est quelque chose qui reste dans la tête, qui doit rester dans l'esprit des gens qui le voient, qui doivent les amener à se poser des questions, qui doit susciter peut-être le débat, qui doit accompagner ces personnes-là comme ça nous accompagne, nous, si on travaille 1 an sur un sujet, mais moi j'y pense toutes les nuits, toutes les journées, il n'y a aucun moment où ça disparaît de mon univers, en fait, c'est une façon de vivre, c'est comme ça nous habite et donc on a envie de susciter ça aussi chez le spectateur. Donc ces 5 semaines de montage, elles sont hyper tendues, elles sont hyper difficiles et surtout quand on travaille avec des réalisateurs, je vais prendre l'exemple de Martiello qui est un ami et il ne m'en voudra pas, mais c'est un journaliste brésilien. Alors c'est un cliché, j'assume. La particularité des Brésiliens, c'est qu'ils parlent à peu près à 18 dB au-dessus de tout le monde. Donc, dans une pièce qui fait 10 mètres carrés, voilà, les oreilles en prennent, mais c'est hyper intéressant. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que être avec lui pendant 5 semaines, mais on a fait un très beau film qui a voyagé dans les festivals, qui est passé à la télé, et sur lequel on nous a curieusement pas trop embêtés, mais on s'est posé beaucoup de questions structurelles, notamment c'était le film sur les mouvements sociaux au Brésil, donc mouvement des sans terre, mouvement des sans toit, comment est-ce qu'on réinvestit les bâtiments publics, comment est-ce qu'on prend possession des terres de force, parce que l'État, à l'époque, mettait ces terres à disposition des grands propriétaires terriens, mais pas des petits, faisait des barrages, construisait des barrages pour empêcher les cours d'eau d'aller sur les terres des petits producteurs et plutôt arroser les terres des grands producteurs. Voilà, donc c'était un film très tendu, très polémique. On avait 175 heures de rush pour 52 minutes. Pour le dernier film que j'ai fait là en 52 minutes, on avait 40 heures de rush. 40 heures, c'est à peu près la moyenne. 175 heures, c'est déjà imaginer qu'il faut les regarder, les 175 heures. Donc dans votre vie, déjà vous commencez par passer 175 heures à regarder ça. Avec beaucoup d'archives audio, beaucoup d'archives films. On partait d'un moment charnière qui était un moment du coup d'État militaire au Brésil. Donc il y avait beaucoup d'archives de ce coup d'État, des archives films qui étaient très belles. Et il y avait des archives qui n'avaient jamais été montrées, qui venaient juste d'être ouvertes, qui étaient des archives de massacres de l'armée sur des paysans. Ils ont tiré dans le tas, parce que les paysans sont venus s'installer sur des terres pour commencer à cultiver, prendre possession. Et ils sont arrivés en opération
militaire spécial et ils ont fait un massacre. Ils ont tiré sur les gens. Et on a des images de ça. Donc la question c'était, en montage, est-ce qu'on peut montrer ça? Est-ce qu'on peut tout montrer? Est-ce qu'il est nécessaire de tout montrer? Est-ce qu'il faut montrer l'horreur? Est-ce que ça suffit d'en parler? Le choc de l'image, le pouvoir de l'image, Donc tout ça, ça a été des débats, des discussions, et finalement on a décidé de montrer une partie, pas tout, mais une partie. Parce qu'il y a un moment où c'était un film très politique, et il fallait se mouiller, il fallait prendre parti, et il fallait peut-être aussi dénoncer. Donc il y avait cette dimension-là. Mais peut-être que dans un autre contexte, on se serait dit, ben non, on ne peut pas montrer ça, parce que c'est trop, parce que c'est... Voilà, c'est toujours des discussions qu'on a. Alors ça peut paraître un peu... C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, c'est marrant, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et où on affiche tout, et on a l'impression qu'on peut tout montrer. On voit des trucs affreux sans arrêt. On se pose moins de questions peut-être. En tout cas, nous, d'un point de vue déontologique, on se les pose, quoi. Qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on a le droit de montrer? Qu'est-ce que les gens sont prêts à voir aussi? Mais tout ça, c'est des questions fascinantes qui accompagnent notre travail tout au long de toutes les étapes, en fait. Parce que parfois, vous avez aussi des personnages qui vont vous dire des choses qui vont dépasser leurs pensées ou qui vont aller plus loin que ce qu'ils n'auraient aimé vous dire, sur des sujets très difficiles. J'ai fait un film sur les violences intrafamiliales il y a longtemps. Et donc j'ai rencontré des femmes victimes de violences conjugales, des jeunes femmes qui avaient été victimes d'inceste, etc. Donc un sujet très lourd. Et alors là, c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on... Les personnes se livrent, et au bout d'un moment, comme ce n'est pas des acteurs, ils oublient la caméra. Ils oublient la caméra, et puis on tisse une relation, il y a une relation de confiance, on vit avec ces gens-là pendant un certain temps, donc il se passe des choses. Moi, ça fait 15 ans, je suis toujours en contact avec ces femmes. Donc c'est des parts de nous qui nous suivent aussi. C'est pas anodin, on ne fait pas un film sur quelqu'un et puis après on l'abandonne. Bon, là je parle des films un peu plus personnels, mais bon, j'ai toujours des relations aussi avec les ornithologues que j'ai suivis. D'ailleurs, à chaque fois que j'entends un courlis d'Alaska, j'envoie un petit SMS à l'ornithologue en disant « Ah, j'ai entendu un courlis d'Alaska à tel endroit, à telle heure, tel jour. » Voilà, et puis c'est devenu le petit joke entre nous parce que... Mais enfin, on a toujours... le sujet n'a pas besoin d'être grave, c'est ce que je veux dire, pour que ça nous accompagne et continuer à tisser des liens avec les personnages qu'on suit. Parce qu'au fond, ce qui est intéressant, enfin, à mon sens, ce qui est intéressant dans un film, c'est surtout les personnages, quoi. C'est qu'est-ce qu'ils font, quel est leur engagement, comment ils perçoivent leur vie, leur mission. C'est pour ça que les scientifiques sont des bons personnages aussi, c'est parce qu'ils ont ce truc de... au fond, s'ils font des sciences, c'est aussi parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, on va peut-être changer un peu le monde, quoi. Ou en tout cas, on va peut-être amener des éclairages qui vont amener les gens à se poser des questions qui pourront amener à peut-être un jour changer un petit peu la perspective ou le focus, voilà, je pense. Et c'est ce qui en fait des très bons personnages. Oui. Oui. Non, on dit vraiment personnage en fait, parce que c'est toujours la question du dosage de la part de réel aussi, parce qu'il y a la personne, mais il y a le personnage que moi je vais filmer. Et parfois, il y a aussi ce que moi je greffe en termes de subjectivité sur cette personne. Donc ça devient un personnage. Parce qu'il y a à la fois ce que... Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu... je suis un peu bipolaire, là. C'est le truc... non, il y a la personne, et évidemment, il y a tout ce que moi, dans ma réalisation, je vais greffer sur cette personne-là. Donc, ce n'est plus la personne, ça devient le personnage du film, à un instant T aussi, et dans un moment de sa vie ou dans un moment de sa mission. Mais si je le filme dans 3 ans, dans un autre contexte, ça sera un autre personnage, avec d'autres enjeux, avec d'autres rêves peut-être, dans un autre contexte. Mais c'est vrai qu'on parle de personnages. Mais ça n'en fait pas des fantômes dénués de substance. Hein. C'est vraiment... ça reste des personnes, hein, avec leur savoir et leur...
Ça peut être ça, et puis ça peut être... c'est comme toi, je sais pas, si tu filmes ton quotidien, à un instant, tu vas filmer, je sais pas moi, si tu fais partie d'une association, où tu vas filmer la vie quotidienne de ton association, ou un événement, donc tu vas réfléchir à comment tu vas mettre en scène cet événement, parce que on filme pas, on pose pas la caméra, et puis les choses se passent naturellement devant la caméra, de la façon dont on l'a imaginé. Donc il faut mettre en scène des choses. Ça veut dire qu'on suscite, on imagine des séquences. On se dit, bah là, telle séquence, ça va être, on veut traiter telle problématique. Alors après, c'est comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que je fais pour amener ces personnages à les mettre dans les conditions de traiter cette problématique ? Donc c'est pour ça que la part de réel, elle est négociable jusqu'à un certain point. Hein. Il y a des gens qui se prêtent très très bien au jeu et il y a aussi ça. C'est comment est-ce que les personnes vont accepter de devenir personnages. Après, tu es vraiment multitâche. Est-ce que caméra, Ah non. Alors voilà. Il y a quand même toute une équipe quand on fait un film. Alors moi je ne filme pas. Ce que toi tu fais. Alors moi j'écris, je réalise et je monte. C'est déjà beaucoup. Et j'essaie de ne pas monter mes films. Parce qu'il y a un moment donné où il faut avoir un petit recul quand même. Quand on est dans l'écriture, qu'on a réalisé qu'on a passé tout le tournage, c'est très rarement moi qui filme, ou alors c'est vraiment des moments simples, parce que je ne suis pas chef opératrice. C'est vraiment un métier, donc en général je pars avec un chef opérateur. Et encore une fois, selon les spécificités du sujet, ça peut être sous-marin, drone, les gens sont très spécialisés. Et ici, le sous-marin est très important aussi dans beaucoup de sujets. Donc, voilà. Et il y a aussi souvent un ingénieur du son qui est chargé de prendre le son pour éviter d'avoir des micros accrochés partout. Mais là, je me rends compte à quel point, pour mes personnages, c'est désagréable d'avoir des fils partout. Je n'ai pas l'habitude, et c'est vrai que je ne me rendais pas bien compte de ça. Donc il y a au moins ça, on est au moins 3, voire 4. Parfois il y a de la lumière, donc il y a certaines scènes qui nécessitent de l'éclairage. Parce que là, je fais un portrait d'une grande dame de la culture qui s'appelle Tutana Tetuanui, qui fait du tapa. Et elle m'a dit, moi avant, donc on part toujours de ce que dans l'écriture aussi, hein, de ce que les personnages nous donnent. Elle me dit, moi avant de faire certains types de tapas, je vais m'immerger dans une source à tel endroit et je fais des incantations. C'est super, belle séquence en perspective. Et elle me dit, mais je fais ça à la nouvelle lune. Nouvelle lune, donc pas de lumière. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors il faut trouver un éclairagiste qui va pouvoir faire comme s'il n'y avait pas de lumière, mais avec de la lumière. C'est-à-dire pour l'avoir suffisamment, pour susciter cette émotion du moment. Donc c'est fabriqué quelque part. Mais on pourrait le faire à la pleine lune, en fait. Pour moi, ça serait mieux. Mais pour elle, ça n'aurait pas de sens. C'est là où le réel rattrape aussi le côté... la part de réel n'est pas toujours négociable. Parce que pour elle, ça a du sens complètement de le faire à la nouvelle lune et sûrement pas à la pleine lune. Donc jamais j'oserais lui demander de le faire à la pleine lune. Elle me dit, puis j'aimerais voir qu'on me voit mais en ombre. Donc ça veut dire que là, il me faut vraiment quelqu'un pour recréer une lumière, pour la voir en ombre, pour avoir sa main qui rase la surface de l'eau, pour la voir entrer dans l'eau, pour voir peut-être juste un regard, c'est des petits détails. Et tout ça, il va falloir avant de tourner cette séquence, il va sans doute falloir qu'on fasse un storyboard de cette séquence. Pour que l'éclairagiste et le chef opérateur, pour que tout le monde sache exactement, alors là on est presque dans la fiction pour le coup, qu'est-ce qu'on va tourner, à quel moment, quel type de plan on va faire, voilà. Et ça se fait aussi, on parlait du sous-marin tout à l'heure, ça se fait aussi pour le sous-marin. Parce que quand on va plonger avec Anthony, enfin c'est pas moi qui plonge, ou avec Sylvain, avant d'aller sous l'eau, ok, déjà tu m'envoies tu fais tes devoirs, donc tu m'envoies tes plans, qu'est-ce qu'on veut comme plan, de quelle façon on filme les personnages, voilà tout ça, comment on se met, quel axe, est-ce qu'on se met au fond de l'eau, est-ce qu'on se met... D'ailleurs je pourrais vous montrer un extrait, je vais vous montrer un extrait après là-dessus.
voilà, j'avais dit à Anthony, j'aimerais bien que le premier plan, c'est on est au fond et puis on voit, c'était un film sur des chasseuses sous-marines, 2 femmes de Moorea, Onyx et Teina, et on les voit descendre comme ça jusqu'au fond en fait. Et ça donne un effet avec des pensées. Et là-dessus, j'ai monté des paroles qu'elles m'ont données en interview de qu'est-ce qu'elles ressentent quand elles sont sous l'eau. Donc on est avec elles et l'idée c'était d'être dans leur tête, de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête, dans leur corps quand elles sont sous l'eau, elles descendent, à quoi elles pensent, quelle pression ça fait. Voilà. Donc il y avait tout ce côté un peu émotionnel que je voulais mettre en exergue et ça passait par ce plan-là que j'ai pas coupé, que j'ai gardé, il fait 1 minute 30 je crois, et on les voit descendre jusqu'au fond. Et après il y a du montage, etc. Mais ça c'était et donc ça nécessite toujours de prévoir les choses et d'avoir beaucoup de monde et beaucoup de métiers différents. Et oui. Alors, moi j'ai tout le temps peur que ce soit bien clair. J'ai peur quand j'écris, j'ai peur de ne pas être fidèle, de ne pas montrer, comme tu dis, la bonne facette ou le bon. J'ai peur que les gens ne se reconnaissent pas. Évidemment, surtout quand on est sur du portrait, évidemment qu'on a envie que les gens soient contents, enfin, que ça soit fidèle à l'image. Mais parfois, les gens n'ont pas non plus une image d'eux qui corresponde à ce qui nous... Enfin, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Mais bien sûr que j'ai... Alors, évidemment que quand c'est du portrait, mais même sur beaucoup de sujets, je montre le film avant la diffusion. En fait, j'envoie le film, non pas pour dire je vous réserve la possibilité de couper, parce que ça, c'est ma prérogative à moi. Mais parce qu'il y a quand même un point de vue, c'est quand même construit. Si j'ai mis certaines images ou certains propos, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quand même pensé, un peu, beaucoup. Et donc, voilà. Mais par contre, j'entends quand on me dit, alors si c'est pas mon bon profil, bon, je suis bon, ok, d'accord, mais c'est pas ce qui me fera changer. Par contre, si quelqu'un me dit, là, j'ai été un peu loin, je voulais pas dire ça, ou tu as mal interprété ce que j'ai pu te dire, ou c'est pas totalement ce que j'avais en tête, ou maintenant mon point de vue a changé et je suis plus cette personne et j'aimerais qu'on enlève ça parce que, oui, on voit comment on peut... Je réserve toujours du temps entre le moment de la diffusion et le moment où le film est... Alors en général, je le montre non mixé, non étalonné. Ça, c'est les étapes d'après le montage. C'est-à-dire qu'on tourne on tourne avec des caméras qui... vous m'arrêtez si je... Alors voilà. Déjà, on tourne avec des caméras qui tournent dans des formats où l'image... Je vais vous montrer. L'image est grise. L'image est grise, en fait, ça permet d'avoir toutes les informations dans l'image. Et durant la phase d'étalonnage, où là, il y a une autre personne qui s'appelle un étalonneur, qui va reprendre chaque image du film et va lui redonner ses couleurs. C'est un peu le magicien du film. En fait, on tourne pour avoir beaucoup d'informations et l'image qu'on voit comme ça, elle est plate. Et après, l'étalonneur, il va remettre toutes les couleurs qui sont déjà présentes, mais elles sont cachées dans l'image, on va dire. Et dans un logiciel spécifique, il va révéler toutes ces couleurs-là. Et donc, on peut faire énormément de choses quand on tourne, donc pour les initiés en log, parce qu'on a beaucoup de possibilités et une dynamique de l'image qui est très importante et on peut vraiment travailler les couleurs. On peut aller jusqu'à changer les couleurs de certains vêtements, par exemple. On peut donner une tonalité particulière à un film. Si vous avez vu, c'est une vieille référence, mais Amélie Poulain, par exemple. Voilà, il y a une image très
très verte. Voilà, tout ça, c'est construit à l'étalonnage, en fait, à la phase d'après le tournage. C'est pensé au tournage, mais c'est pour pouvoir avoir ce résultat-là, mais c'est construit après par l'étalonneur qui va donner toute la patte. Un petit peu comme si vous faites de la retouche photo, c'est Photoshop, mais adapté à l'image film, quoi. Et le mixage, c'est la même chose, mais au niveau du son. C'est la personne qui va récupérer toutes les pistes son que vous aurez mis dans votre montage. C'est là que je montre la timeline de montage. Voilà. Ça. Alors ça, c'est quand le montage est terminé. C'est pas une séquence ADN. C'est un 52 minutes. Alors là, vous avez la vidéo. 700 plans. Et là, vous avez le son. Tout ça, c'est du son. Toute la partie en bas. Alors là, c'est un peu le bazar parce que les pistes ne sont pas alignées, mais en bleu, vous avez les dialogues. En orange, vous avez les ambiances. En bleu, comme ça, vous avez les effets. En vert, vous avez la musique. En rouge, vous avez les voix off. Après, on peut les mettre par ligne, mais c'est pour que ça prenne moins de place, sinon ça fait des grands... Donc, et parfois, vous coupez dans les mots en montage pour arranger une phrase ou pour condenser le discours. Donc parfois, une phrase dite, vous coupez tous les E, vous coupez tous les... Donc on condense tout ça et ça fait ça. Donc l'étalonneur, il récupère la piste d'en haut, juste l'image, et il va redonner des couleurs à l'image. Et la personne, le mixeur, qui va s'occuper du mixage, je lui envoie tout ça, toute la partie du bas, et lui, il va mettre plusieurs jours à réorganiser tout ça, parce que souvent, il récupère... Moi, je fais un mixage pour l'écoute, et lui, il va récupérer juste les fondus entrants et sortants des pistes. Ça va ? Et après, il va refaire, lui, au bon niveau, chaque plan, en fait. Chaque plan, et on sait qu'il y a des normes. Après, bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est des trucs techniques, mais voilà, donc c'est du Lego. Eh ben, en fait, il y a des normes. Alors là, je ne veux pas dire de bêtises, mais en mixage, ça dépend des diffusions. Mais tu mets en général les voix entre 0 et moins 6, ou moins 6 et moins 12. Ensuite, tu as toutes les voix. Donc, toutes les voix sont calibrées de la même façon pour qu'on entende les voix de la même façon. Sinon, on serait sans arrêt en train de baisser nos enceintes pour essayer d'entendre. Et ensuite, vous avez les musiques qui sont à un certain niveau. Il y a des normes pour ça, en fait. Pour chaque, mais ça n'empêche qu'au tournage, le preneur de son, il n'a pas forcément pris le son au même degré et niveau. Donc ça nécessite quand même des ajustements. Et puis c'est normal, parce que souvent, on est dans des conditions un petit peu difficiles aussi au tournage. Donc si on est en bateau, s'il y a un moteur de bateau tout d'un coup, voilà, s'il y a... Donc il y a beaucoup d'aléas qui nécessitent de passer entre les oreilles, on va dire, d'un mixeur. Donc ça, c'est 5 semaines de travail pour avoir ce petit tableau. Et puis après... Pardon, je n'ai pas entendu le début. Le son est d'abord calibré en premier et on se joue aux images par la suite sur le montage. Sur le montage, ouais. Tu fais tout en même temps. C'est-à-dire que le montage, tu vas monter, par exemple, moi je commence en général par le discours. Donc par séquence ou par personnage, je vais monter mes interviews pour faire le corps du discours. Donc les interventions, alors ça peut passer par des interviews posées, où on a des personnages qui parlent, ils ne regardent jamais la caméra, mais ils parlent à un interlocuteur qui souvent n'existe pas, enfin qui n'existe pas dans le film. Et donc ils nous amènent leur expertise. Et on a aussi des moments en séquence où le personnage va aller rencontrer quelqu'un et il se passe quelque chose et ils ont à un moment donné un échange qui fait que ça va être intéressant. Donc ça, c'est des moments en séquence
qu'on monte aussi à part. Donc on fait tout en même temps finalement. Mais moi je fais ça par séquence, souvent. Et j'essaie d'avoir mais bon, d'autres travaillent autrement, alors c'est vraiment pas il y a plus ou moins, mais il n'y a que deux façons de le faire finalement. Soit tu montes d'abord le discours et ensuite tu construis les images par-dessus, les séquences par-dessus ton discours. Soit tu montes des séquences d'images et sur ces séquences d'images, tu vas venir greffer ton discours. C'est deux façons de le faire, mais c'est soit tu commences par la parole, soit tu commences par la séquence, la vie de la séquence. Voilà. Après, il y a aussi une autre personne dont on n'a pas parlé, qui est le compositeur de la musique, qui a un grand rôle aussi, notamment sur les documentaires, où on essaie d'avoir des musiques pas trop présentes, qui soient plutôt des nappes, ou plutôt des choses qui accompagnent le récit. Parce que l'idée, c'est quand même pas d'endormir le spectateur, hein, c'est voilà, et à la fois de ne pas avoir une musique à la John Williams, qui soit une musique de film de fiction hyper... voilà. Et donc il faut quelqu'un qui sache doser ça et ne pas prendre le pas sur le discours aussi. Donc en général, la musique, alors moi j'aime bien quand elle est composée avant le montage et puis qu'après on ajuste un peu, parce que ça nous permet de monter déjà sur cette musique-là, donc d'avoir un peu voilà, l'émotion du moment, de construire ça. Parce que si on monte sur une musique de référence, ce qui se fait aussi, on choisit des musiques qu'on aime bien, on les met sur la timeline et puis on monte notre séquence dessus. C'est bien aussi, mais après, il y a toujours un petit... Ça colle plus trop, quoi. On récupère la musique composée par le compositeur et puis on avait tellement l'habitude d'avoir l'autre dans l'oreille qu'on n'est plus en phase avec l'émotion qu'on avait au moment où on a monté cette séquence. Donc il a un grand rôle aussi, le compositeur, et ça prend du temps aussi, tout ça. C'est pour ça que c'est toujours assez long, un processus de production. Bah, pas beaucoup en fait. Et j'ai une grosse banque de sons d'ici que je me suis fabriquée au fil des films. Donc je sais que quand j'ai besoin si j'ai besoin du son de la vague de Tiopo, je sais que je l'ai quelque part dans ma banque de sons, par exemple. Si j'ai besoin il y a des choses qu'on utilise. Alors ce qui est très difficile à sonoriser, souvent c'est les drones. Les drones. Parce qu'on est sur des vues aériennes et en réalité, si vous faites du parapente ou du parachute ou du delta, il n'y a pas vraiment de son quand on est... Et donc c'est compliqué de conceptualiser ça. Donc ça, c'est forcément fabriqué. Ça veut dire qu'on fabrique des sons qui, en fait, en réalité, n'existent pas. Parce que si vous faites du parapente, vous entendez la voile, mais vous n'entendez pas tellement. Il y a quelques oiseaux qui passent, mais il n'y a pas tellement de son. Il y a le vent un peu. Donc un drone, c'est pareil, hein, on est à peu près à la même hauteur. Qu'est-ce qu'on met comme bruitage sur un drone? Ça, c'est souvent un casse-tête. J'ai pas de réponse. À chaque fois, c'est différent en fait. À chaque fois, on s'adapte, mais ça dépend des drones. Ça dépend de la distance aussi, parce qu'il faut que ce soit aussi peut-être crédible par rapport à l'oreille. Voilà, si on filme quelqu'un en drone, mais pas très haut, on aura quand même des bruits environnants, mais si je filme le criob vu d'en haut en piqué comme ça, qu'est-ce que je mets comme son? De la musique, non, mais du vent, ça dépend si c'est le jour, la nuit, ça dépend de plein de choses. On essaie aussi de reconstituer un univers sonore qui soit réaliste, ou pas, où on peut choisir de mettre, comme dans l'extrait que je vous ai montré, des sons qui n'ont rien à voir avec... et des accélérations d'image, et tout est une question de point de vue, de réalisation. Est-ce que tu cherches à être objectif ou à montrer ton empreinte? Oh, question philosophique. Je cherche définitivement pas à être objective. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens, d'apprendre d'eux, d'avoir un regard sur ce qu'ils font. Et donc c'est complètement subjectif. Et souvent, je suis un peu fascinée par mes personnages. Et donc j'ai une vision
il y a quand même il y a une fois, je dirais pas qui, mais il y a une fois où ça m'est arrivé de faire un film sur quelqu'un que j'aime pas beaucoup. Et parce que je pense que c'est pas une très bonne personne au fond, mais voilà, en fait ce qui m'intéresse c'est la rencontre. Donc forcément il en ressort quelque chose de subjectif et je suis pas très objective au sens... et on n'a pas cette obligation d'objectivité hein, dans le documentaire. Ça c'est pour le coup là on serait vraiment dans du reportage. De se dire ok on traite un sujet, on montre... c'est la disserte un peu quoi, on montre... c'est thèse, antithèse, synthèse quoi. On est vraiment dans le factuel. Et on ne doit pas donner son avis. Normalement, ça, c'est un point de vue journalistique. C'est discutable. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu en partie. Mais laisser mon empreinte, honnêtement, non, j'y pense pas beaucoup, mais laisser quelque chose de moi, non. Par contre, je prends beaucoup de ces films sur lesquels j'ai la chance de travailler et qui m'accompagnent et c'est ça qui m'anime quoi. Après moi ce que je vais laisser je pense c'est pas très important par rapport à ce que beaucoup de gens vont laisser. Enfin je veux dire on n'est pas on n'opère pas du cœur ou on n'est pas des gens qui changeons on n'a pas un rôle si j'amène le débat déjà ça me va. Je crois qu'il y avait... Et contrôler. Tu veux dire, il y aurait une instance de contrôle du documentaire non. Alors, il y a quand même l'ARCOM qui contrôle, mais en documentaire, on nous laisse assez tranquille, qui contrôle le fait que ce ne soit pas de la publicité déguisée. Mais ça, c'est plus... alors évidemment, si vous faites un film sur l'histoire de Chanel, par exemple, ça va être compliqué de ne pas montrer Chanel. Ou de pas... Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une tolérance sur... Ce qui est important dans le documentaire, c'est le point de vue. Dès lors qu'il y a un point de vue d'auteur sur un sujet, point de vue plus réel aménagé, on est dans du documentaire et là on sort des cadres publicitaires, communication, etc. C'est pour ça que le point de vue est si important. C'est pour ça qu'on n'a pas à être objectif. Mais il y a quand même une déontologie, évidemment, que je ne vais pas montrer l'inverse de ce que mes personnages font. Ou que je ne vais pas les... Voilà, si j'ai choisi de faire un film sur une mission scientifique, par exemple, évidemment que je vais avoir envie de montrer comment ça se passe en réalité, quelles sont leurs découvertes, qu'est-ce qui les anime, voilà. Il n'y a pas d'instance de contrôle, je ne crois pas. Pas encore. Je ne fais absolument pas de caméra cachée et je ne fais pas d'interview à visage caché. Parce que je trouve ça pas très intéressant pour le spectateur. Et je comprends que certaines personnes n'aient pas envie de témoigner, mais dans ce cas-là, c'est pas qu'il ne faut pas témoigner, mais dans ce cas-là, c'est pas la place dans un film, je pense. La parole est importante, mais je pense que de voir les yeux de la personne, ou de la voir en situation, c'est quand même éclairant, quoi. Donc, mais bon, d'autres le font, hein, donc c'est pas une règle. Moi, j'aime pas faire ça. Mais je crois qu'il y avait... j'ai un film qui est passé au FIFO, mais que j'avais fait pour la télé, qui était un film sur le Raoui, où on suivait Tamatoa Bambridge. Voilà, on était à la fois à Tiopo, à Taotira, on voyait les différents types de dispositifs et tout l'aspect culturel. Et on est allé ensemble aux Marquises aussi, chez Félix Barzinas, pour voir la première AME, Air Marine éducative du monde entier. Voilà, avec les enfants de l'école de Veiparu. Voilà, donc ce film est passé au FIFO. J'étais très heureuse et malheureusement, la seule fois où j'ai un film qui passe au FIFO, je n'étais pas là. mais on est toujours... En fait,
Ce qui est toujours un peu frustrant, c'est que quand ça passe en télé, on n'a jamais le retour des spectateurs. Et c'est quand on travaille tellement sur un sujet, qu'on met tellement d'énergie, on a envie d'avoir des moments comme ça où on échange autour d'un film. Donc c'est toujours les moments de projection où on discute après, c'est toujours des super moments parce que c'est aussi les moments où on se dit « Ah ok, là je me suis un peu plantée ». Parce que peut-être que maintenant je le ferai différemment, on évolue aussi, on apprend au fil des films et on apprend toujours. Et puis aujourd'hui, avec des techniques qui se développent encore plus, on a aussi d'autres voies qui s'ouvrent. Mais oui, c'est des moments super, les moments de partage, d'échange. En général, le monteur, il arrive au moment du montage, vraiment. Et c'est l'œil neuf. C'est pour ça que c'est important qu'il arrive à ce moment-là, c'est que lui n'a pas été au tournage, donc il n'a pas tous les à côté. Donc il ne sait pas ce qui s'est passé en dehors de tout ce qu'il va voir de façon, là pour le coup, très objective. Il va dire, ok, donc là, cette séquence, on a ça, et donc c'est l'œil extérieur qui se doit de rester d'avoir le plus de hauteur possible sur le sujet et sur la matière pour aller choisir les bonnes images, les bonnes séquences, parce que sur 40 heures ou 175 heures de rush, il y a une infinité de possibilités. Donc on peut faire, refaire, redéfaire. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de films comme ça, où on refaisait au montage. On peut aussi faire dire tout ce qu'on veut aux gens. C'est dangereux le montage, c'est un truc à prendre avec sérieux, je pense. Parce qu'on peut dévoyer une parole à travers le montage. On peut faire dire le contraire. C'est pour ça que ça nécessite aussi une grande relation de confiance avec nos personnages, de se dire, non, ta parole, je l'ai comprise et je vais la restituer de la meilleure façon possible. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'être le plus fidèle. Exactement. Avant même de regarder la première image, il y a aussi toute la discussion sur ok, alors le film que je veux faire, c'est ça. Alors ça dépend si le tournage a déjà eu lieu ou pas. Si le tournage a déjà eu lieu, c'est presque plus facile parce que ok, on sait un peu ce qu'on a. Donc alors je voulais faire ça. Alors on est un peu dans le je voulais faire ça, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu ça. Tu verras, il y a cette séquence qui est super. Tu me diras ce que t'en penses. Et puis il y a beaucoup de discussions. Le monteur, c'est vraiment un poste. On écrit. En fait, c'est une autre façon d'écrire le film. On l'écrit comme ça, comme on l'écrit au départ sur la feuille ou à l'ordi, quoi. C'est un autre moment d'écriture du film où il y a encore plein de possibilités. Et après, il n'y a plus de possibilités, donc c'est un moment crucial. C'est un moment crucial. Et c'est pour ça que souvent, les gens travaillent toujours un peu avec les mêmes monteurs. Il y a une confiance aussi qui doit se... Oui, lequel Oui. J'ai pas montré, j'avais prévu plein d'extraits. Mince, il aurait fallu... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, il est là. Bon, je suis plus à l'aise sur ma table de montage. La pêche sous-marine, on fait corps avec le milieu. Déjà une sensation de plénitude, de ne plus avoir tous les bruits de la surface. On se sent toujours petit et fragile et en même temps chanceux. Je suis toujours en émerveillement quand je vois ce qui existe sous l'eau. Tout s'efface, je me sens bien, je me sens à l'aise. J'ai l'impression que je rentre dans un autre monde, en fait. L'humilité, pour moi, c'est quelque chose de très important, puisque même si on est un très bon pêcheur, on a une très bonne condition physique,
Il y a des vies qui ont été prises. Il ne faut pas oublier qu'on est au milieu de mère nature et qu'il y a cette puissance-là immense. Évidemment, mon son n'est pas saturé. Voilà. J'aurais pu peut-être, comme je vous ai parlé de l'étalonnage, et pendant que je suis là, peut-être vous montrer un court extrait sur un film que j'ai fait ici avec les équipes du CRIOB, plus de l'IRCP du coup. Ouais. Voilà. Je ne vais pas froisser le... peut-être vous montrer juste un petit extrait sans étalonnage. Donc l'étalonnage, c'est la partie où la personne intervient sur les couleurs. Et les activités humaines. Comment surveille-t-on l'état de santé des récifs coralliens du Pacifique? En Polynésie française, c'est la mission du Service national d'observation corail. Ces ingénieurs engagés ont tissé un réseau de surveillance. Voilà, c'est très gris. Programme Polynésien. C'est ce que je vous disais, l'image elle est flatte. Je ne sais pas si c'est la relation à l'eau, mais moi je voulais être astronaute. C'est un peu la même chose, mais sous l'eau. C'est un peu le côté explorateur, nouveau, inconnu. Toutes les plongées sont différentes. Il y a des merveilles en fait à découvrir. Vraiment partout. Voilà, donc l'image est très grise. Ouais, j'ai jamais fait de plongée où Gilles n'est pas comme ça. J'ai pas trouvé quelque chose de super sous l'eau. Il y a toujours quelque chose de différent, toujours quelque chose de nouveau. Il faut juste prendre un peu de temps pour le regarder. Bon, sous l'eau, c'est pas tourné dans ce mode-là, donc on a déjà les couleurs, mais elles sont quand même retravaillées. C'est quand même quelque chose d'exaltant, quand on descend sous l'eau, dans des paysages avec des voyez bien que là, ça, là c'est on est seul avec vert, là son le bleu il est un détendeur, peu le bruit des bulles et tout ce qui se passe autour. Donc oui, il y a un côté poétique là-dedans aussi, quoi. Voilà. Et en plus avec l'impression quand même de faire quelque chose d'utile qui servira à faire que les choses aillent mieux, en espérant que les données remontent aussi, quoi. Pas que à la surface. Pareil, Yannick est plus coloré que... Du côté des gens qui décident, quoi. Voilà. Voilà. Ça c'est sans étalonnage. Alors, juste, si vous voulez, je vous montre avec. Bon, si on a le temps. C'est un peu frustrant sinon de... Hop. Donc là, on a des couleurs. Les récifs coralliens comptent parmi les plus vastes écosystèmes de notre planète. Alors qu'ils couvrent à peine 0,2% de la surface des océans, ces oasis de vie abritent près de 30% de la biodiversité marine. Protection du littoral, garde-manger des pêcheurs ou source d'émerveillement pour le tourisme bleu, les services qu'ils rendent aux Polynésiens sont nombreux. Un trésor menacé par le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles et les activités humaines. Comment surveille-t-on l'état de santé des récifs coralliens du Pacifique? En Polynésie française, c'est la mission du Service national d'observation corail. Ces ingénieurs engagés ont tissé un réseau de surveillance, le programme Polynésien Mana. Je ne sais pas si c'est la relation à l'eau, mais moi je voulais être astronaute. C'est un peu la même chose, mais sous l'eau. C'est un peu le côté explorateur, nouveau, inconnu. Toutes les plongées sont différentes. Il y a des merveilles en fait à découvrir. Vraiment partout. J'ai jamais fait de plongée où j'ai pas trouvé quelque chose de super. Il est moins malade. Il y a toujours quelque chose de différent, toujours quelque chose de nouveau. Il faut juste prendre un peu de temps pour le regarder. C'est quand même quelque chose d'exaltant, c'est quand on descend sous l'eau, dans des paysages avec des eaux claires comme ça, on est seul avec son détendeur, le bruit des bulles et tout ce qui se passe autour. Donc oui, il y a un côté poétique là-dedans aussi, quoi. Voilà. Et en plus avec l'impression quand même de faire quelque chose d'utile qui servira à faire que les choses aillent mieux, en espérant que les données remontent aussi, quoi. Pas que à la surface, c'est-à-dire qu'elles aillent un peu plus loin là-bas, du côté des gens qui décident, quoi. Voilà.
Vous avez vu la différence?